Bon allez mesdames et messieurs, il est temps à présent de passer aux petites chroniques de Mitsu. Je vous ai pris quelques petits articles assez sympas sur l'actualité au Japon. Et donc on va se regarder ça tous ensemble. Et on commence avec ce petit article que j'ai trouvé très rigolo. La police japonaise met en garde contre des escrocs se faisant passer pour des policiers afin de percevoir des amendes pour infraction au nouveau code de la route relatif au vélo. Vous l'avez peut-être vu passer, mais effectivement, le Japon, récemment, on a ça juste ici, le Japon a changé le code de la route au niveau des vélos. Alors, je vais juste couper ça, le temps de vous montrer. Jusqu'à maintenant, en fait, quand tu voulais rouler à vélo, t'étais un petit peu libre, c'est-à-dire que t'avais quelques règles un petit peu tacites, etc. Mais t'étais plus ou moins libre. Le problème, c'est que récemment, depuis quelques temps, il y a beaucoup d'accidents avec des vélos qui ont été... qui ont eu lieu, et donc ils ont essayé de trouver une manière de... Ah tiens, d'ailleurs ça c'est très intéressant, on va mettre pause. Ils ont essayé de trouver une manière de faire en sorte qu'il y en ait moins, et donc maintenant ils ont fait une espèce de petit code en fait pour les vélos, avec des amendes, ce qu'ils appellent des tickets bleus, si jamais vous respectez pas ces règles-là. Donc là, comme on peut voir, riding under influence, donc c'est... rouler en étant bourré ou en étant complètement high, rouler sans les lumières le soir, ne pas respecter les feux, rouler avec un parapluie ouvert, rouler avec le téléphone dans la main, ne pas s'arrêter quand il y a des signes stop ou des feux rouges, etc. Rouler l'un à côté de l'autre sur la route, c'est toujours rouler l'un derrière l'autre pour éviter de gêner les voitures. Rouler avec des écouteurs dans les oreilles ou avec un casque sur les oreilles. Rouler du côté droit de la route alors qu'on roule du côté gauche au Japon. Ça, c'est beaucoup de mamies qui font ça. C'est terrible, maintenant que j'ai la voiture, je m'en rends compte, mais quand toi tu roules, t'as des gens qui arrivent en sens inverse en face de toi et t'es en mode je fais quoi là ? Là, si je roule, je t'écrase, mamie. Au bout d'un moment, il va falloir que tu choisisses. Là, c'est pas... Enfin, voilà. Et Sonoroka, donc là c'est autre infraction potentielle. Mais donc voilà, maintenant en fait les flics ils sont habilités à mettre ce genre de contravention aux gens. Et donc, on revient à notre article. Il y a déjà des escrocs qui se font passer pour des policiers et qui mettent des amendes pour récupérer les thunes des gens qui sont sur des vélos. Je me suis pas spoil, on va lire ça ensemble, mais j'ai trouvé ça très très rigolo. Ah, je suis désolé, j'ai pas vu les commentaires des gens. Attends, je vérifie vite fait. Message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Gali, bonjour à toi Gali. Yo Mitsu, merci beaucoup pour ton contenu, hâte de voir la suite. Ce serait envisageable un format de vidéo genre interview doc où tu suivrais des personnes du milieu de la musique. Ça pourra arriver, je pense même que vous en verrez plus grâce aux vidéos vlog. Donc je t'invite, si jamais ça t'intéresse, à t'abonner à la nouvelle chaîne parce que tu verras des gens du milieu de la musique dedans. Et d'ailleurs, la première vidéo qui sort ce dimanche, il y a un artiste japonais avec qui je fais toute la vidéo. Donc voilà, n'hésite pas à aller t'abonner. Je retourne à l'article. On y va. Heureusement, il existe un moyen simple de savoir si vous avez affaire à un véritable agent des forces de l'ordre ou à un escroc. Très intéressant si vous avez prévu de rouler à vélo dans Tokyo. Au Japon, la pratique du vélo a longtemps été peu réglementée, mais un changement majeur est intervenu début octobre avec l'introduction du système de contravention bleu, le Aoi Kipu, donc le ticket bleu en japonais. Ce nouveau cadre légal rapproche la pratique du vélo de celle de la voiture. Si les cyclistes n'ont pas besoin de permis, ils devront tout de même désormais s'acquitter d'amendes en cas d'infraction au code de la route. C'est là où je trouve ça un petit peu dommage. Et je vois, moi, le petit point négatif à ça, c'est que, comme ils disent, il n'y a pas besoin de permis. Mais du coup, où est-ce que les gens sont censés apprendre ? Est-ce qu'on est dans le même système qu'en France, de tout le monde est censé connaître la loi ? Ouais, il faut bien avoir un endroit où l'apprendre quand même. Donc c'est vrai que ça c'est le petit truc où moi je suis pour les règles qu'ils ont mis en place, pourquoi pas. Par contre de 1, ça manque encore de routes cyclables dans beaucoup d'endroits. Donc si tu veux que les gens roulent bien, il faut leur donner un endroit où rouler. Et de 2, il faut que, je sais pas, par exemple, quand les gens achètent un vélo, qu'ils aient chacun un petit fascicule avec les règles dedans, ou je sais pas comment on pourrait mettre les choses en place, mais que les gens puissent très facilement avoir accès à toutes ces règles-là avant de rouler à vélo. Voilà, ça c'était une petite aparté. Comme nous l'avons évoqué récemment, griller un feu rouge, utiliser un téléphone portable, un parapluie à vélo ou encore rouler à contresens est désormais passible d'amende, pouvant aller jusqu'à 12 000 yens. Donc en pouvoir d'achat japonais, c'est à peu près 120 €.
Et en pouvoir d'achat français, enfin en euros par exemple, ça va être 70-80 euros, donc 70-80 dollars. Le non-paiement peut entraîner des poursuites judiciaires et une convocation au tribunal. Donc ça s'est énormément renforcé. Alors, la petite anecdote, c'est que quand j'ai passé mon permis de conduire l'année dernière, quand j'ai passé le dernier examen, j'ai passé ça donc directement dans le centre d'examen qui est géré par la police, et les policiers, en attendant qu'on ait les résultats de savoir si on avait notre permis ou pas, ils ont passé une bonne demi-heure à nous expliquer justement qu'il allait y avoir ces règles qui allaient être mises en place pour les vélos, et donc ils nous ont dit faites bien attention quand vous êtes à vélo, parce que maintenant vous allez vous prendre des contraventions. Donc on le savait depuis un petit moment que ça allait être mis en place. Cependant, le public étant encore en train de s'habituer à ces nouvelles règles, les escrocs ont de nombreuses occasions de profiter de la méfiance des cyclistes. En seulement 2 semaines depuis la mise en place du système, à savoir que ça a été mis en place début avril pour la nouvelle année fiscale, on a déjà recensé au moins 4 cas d'escrocs se faisant passer pour des policiers et tentant de soutirer de l'argent pour de prétendues infractions. C'est une dinguerie. Les escrocs, ils sont là direct, quoi. Le premier incident de ce type s'est produit le 4 avril, donc 4 jours seulement après l'arrivée de ces nouvelles règles, lorsqu'un lycéen à vélo dans la ville de Kure, dans la préfecture de Hiroshima, a été interpellé par un homme qui prétendait qu'il n'avait pas utilisé les signaux manuels appropriés pour tourner, puis lui a estorqué 2000 yens, donc 20 balles en gros, en guise d'amende. Donc t'imagines, genre tu vois un gamin, tu dis hop hop hop, je suis flic, t'as mal fait ton truc, file-moi 20 balles. C'est du racket, c'est purement du racket. 3 autres incidents ont eu lieu les jours suivants, du 12 au 14 avril. Le 12 à Oyama, dans la préfecture de Tochigi, un homme de 43 ans qui circulait à vélo a été interpellé par le passager d'une voiture qu'il a abordée. Ce dernier lui a affirmé qu'il avait grillé un feu rouge et qu'il devait désormais payer 15 000 yens. Donc là, c'est 150 balles en pouvoir d'achat japonais. Le cycliste a payé à contre-cœur, mais 10 minutes plus tard, apercevant une voiture de police, il s'est arrêté pour dire au policier qu'il trouvait injuste de devoir payer pour une erreur involontaire. Le policier lui a alors avoué avoir été victime d'une escroquerie. T'imagines, tu viens de payer 150 balles, tu vas voir les flics, ils te disent « Ah, mais c'était pas nous, monsieur. » Aïe. Ensuite, le 13 avril au matin, à Muroran, dans la préfecture de Hokkaido, 2 escrocs ont tenté d'extorquer de l'argent à un collégien, c'est bâtard quand même, putain les collégiens en plus, qui se rendait à vélo à l'école. Ils espéraient sans doute que la peur d'être en retard le pousserait à leur remettre rapidement les 5000 yens qu'ils devaient payer pour ne pas avoir utilisé la signalisation manuelle. Cependant, le jeune garçon perspicace a compris qu'il y avait anguille sous roche. Intelligent le collégien quand même. Lorsqu'il a demandé à voir leurs insignes de police, les 2 hommes ont pris la fuite. Et il avait des coronesses là, le petit collégien. Et ensuite, les choses ne se sont pas passées aussi bien pour un lycéen de Kagoshima, dans la préfecture du même nom, le soir du 14. Alors qu'il circulait à vélo, une voiture avec 2 hommes à bord s'est arrêtée à sa hauteur. Ils lui ont dit « Arrêtez-vous, nous sommes la police ». Ils lui ont réclamé une amende de 6 000 yens pour non-respect de la signalisation manuelle. Les escrocs ont insisté pour qu'il paye immédiatement, affirmant que s'il tentait un virement bancaire, il devrait également payer des intérêts. Il a donc préféré leur remettre l'argent liquide. Ah, c'est bâtard quand même. Les distances entre Hiroshima... Hop, alors on peut voir ici, voilà. Les distances entre Hiroshima en rouge, Tochigi en orange, Hokkaido en vert et Kagoshima ici en bleu suggèrent que des fraudeurs différents étaient impliqués dans les différents incidents et que des criminels dans d'autres régions du Japon pourraient essayer des tactiques similaires. Ces incidents présentent quelques points communs qu'il convient de surveiller afin de se prémunir contre ces arnaques. Premièrement et surtout, la police ne vous demandera jamais de payer une amende sur place. Ça, c'est très important. Moi, par exemple, j'ai déjà eu une amende la fois où je m'étais trompé et que j'avais tourné à gauche alors que je ne pouvais pas. La police, il te donne un papier. Et en fait, c'est avec ce papier que tu dois aller soit à la poste, soit dans un endroit spécial pour payer. Jamais personne ne vous demandera de payer sur place une amende. Donc si jamais quelqu'un vous dit « là, tu dois payer maintenant », c'est une arnaque. Vous êtes au courant. Que ce soit à vélo, que ce soit à voiture, personne ne vous demandera de payer de main à main. Ça ne fonctionne pas comme ça au Japon. Donc ça, très important pour éviter les arnaques. Ne payez jamais de main à main, d'accord ? Suite à ces escroqueries, plusieurs services de police ont publié des communiqués rappelant que le paiement sur place est interdit et qu'il faut payer dans un bureau de poste ou une banque. Voilà, moi, ma petite prune que j'avais eue, je l'avais payée à la poste, par exemple. Et moi, c'était 9000 yens.
Deuxièmement, dans aucun de ces incidents, les escrocs ne portaient d'uniforme de police ni ne circulaient dans des voitures de patrouille officielles, bien entendu. Bien que le Japon dispose de détectives en civil et de véhicules de police banalisés, ceux-ci ne sont généralement pas utilisés pour la surveillance de la circulation. Il est fort improbable qu'une quelconque juridiction approuve le recours à des méthodes d'infiltration pour faire respecter la nouvelle réglementation concernant les vélos. Et le fait de ne pas présenter d'insigne après avoir prétendu avoir le pouvoir de verbaliser est un autre signe certain qu'il s'agit d'une escroquerie. Donc voilà, si vous n'avez pas quelqu'un qui ressemble à un flic et que le mec vous demande de payer directement, c'est une arnaque. Bonjour à tous, bonjour à tous. Voilà, donc voilà à quoi ressemble un flic. Normalement, c'est quelqu'un comme ça qui va venir vous dire vous avez fait une connerie. Et il va vous donner un papier bleu qui vous permettra d'aller payer votre amende. Il convient également de noter que 3 des escroqueries étaient liées à l'absence de signalisation manuelle. Alors qu'est-ce que c'est la signalisation manuelle ? C'est le fait de mettre ta main à gauche quand tu tournes à gauche, ta main à droite quand tu tournes à droite. Techniquement, cette signalisation est obligatoire selon la nouvelle réglementation. Les cyclistes sont tenus d'indiquer leur changement de direction, bras tendu sur le côté pour tourner dans cette direction, ou coude plié, doigt pointé vers le haut pour tourner dans la direction opposée, et leurs arrêts, bras tendus, voilà. Bon, il y a tout un système que vous apprenez. Le non-respect de cette obligation est passible d'une amende de 5 000 yens. Cependant, l'un des critères d'émission des contraventions étant le comportement dangereux, la signalisation manuelle pose problème, parce qu'elle implique de lâcher le guidon. C'est-à-dire que là, vous avez 2 trucs qui rentrent en confrontation. D'un côté, on vous dit, il faut que vous fassiez le signe, que vous allez à droite ou à gauche, mais de l'autre côté, on vous dit, gardez les 2 mains sur le volant. Enfin, sur le guidon plutôt. Donc vous voyez qu'il y en a un qui implique de ne pas respecter l'autre. Donc son application stricte pourrait donc être considérée comme un risque pour la sécurité du cycliste. C'est peut-être pour cette raison que l'obligation de signalisation manuelle est moins mise en avant dans les campagnes de sensibilisation et les affiches que d'autres règles de la nouvelle réglementation. Le fait de ne pas utiliser des signaux manuels semble être l'une des infractions techniques que les policiers sont le plus susceptibles de laisser passer. Et le manque relatif de pression pour se conformer à cette règle pourrait également en faire une excuse attrayante pour les escrocs afin d'exiger un paiement. Voilà. Mais écoutez, c'est très intéressant, mine de rien. C'est très très intéressant. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez avant de passer à la suite. Qu'est-ce que vous pensez de ça, mesdames et messieurs ? Je trouvais ça bizarre qu'il n'y avait pas de signalisation manuelle à vélo jusqu'à... Alors moi, je l'ai toujours fait personnellement. Quand je roule à vélo, je mets toujours ma main à gauche, à droite, etc. J'ai vu des gens le faire, c'est vrai qu'il y a des gens du coup qui ne le faisaient pas, mais j'ai vu quand même des gens le faire, tu vois. Donc c'est pas que le principe n'existait pas, c'est juste que beaucoup de gens ne le respectaient pas jusqu'à maintenant, quoi. Si ça m'était arrivé, j'aurais payé direct tellement j'ai peur pour mon visa. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il y en a aussi qui ont peut-être... Et parce qu'avec la peur, justement, récemment, avec ce qui se passe au niveau des visas, avec Takaichi, etc., il y a peut-être certaines personnes qui vont profiter de cette peur, justement, des personnes immigrées au Japon pour leur estorquer de l'argent. Parce que c'est vrai que quand t'es étranger, t'as aussi cette peur du visa, du renouvellement du visa, de dire putain, si je fais pas bien les choses, peut-être que, tu vois. Donc effectivement, je pense qu'il y a moyen pour des escrocs d'estorquer de l'argent à des gaikokujin. Voilà. Mais dans tous les cas, c'est pour ça que c'est important. Si jamais il y a des gens parmi vous qui viennent au Japon ou qui sont au Japon, sachez que quelqu'un qui vous demande de l'argent de main à main, il n'y a aucune raison que ce soit un vrai flic. Donc, il ne faut pas payer. Est-ce que le métier de policier au Japon est ouvert aux étrangers ? Non, il faut être étranger, enfin il faut être japonais de papier, à minima. Donc si jamais tu t'es fait naturaliser, tu peux techniquement, mais c'est ouvert que aux japonais de papier. Merci beaucoup Gintoki pour l'abonnement. Merci à toi. Mince, t'as vu ça, il a sub. Même chose pour l'armée, exactement. Tout ce qui est fonction publique, tout ce qui est travail public, c'est uniquement des japonais de papier. C'est une info bonne à savoir, ça évitera de nous faire avoir exactement. Bon allez, on passe à la suite. Est-ce que les vélos représentent vraiment un tel danger ? Ouais, franchement ouais. Même pour te dire, quand tu réserves une voiture aujourd'hui, si jamais tu prends une rental car, etc., le premier truc qu'on te dit quand tu loues la voiture, c'est attention, en ce moment, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des makikomijiko. Les makikomijiko, c'est quoi ? C'est, imagine, tu es en train de rouler et tu tournes alors au Japon, du coup, ça va surtout être à gauche, parce que nous, on roule à gauche. C'est l'équivalent de en France quand vous roulez à droite.
Donc, si vous roulez à droite et que vous avez un vélo qui roule à droite aussi, ce qu'on appelle le Makiko Mijiko, c'est quand vous allez vouloir tourner à droite, et ben en fait, il y a un risque que si jamais vous regardez pas bien vos angles morts et que le vélo derrière, il a pas capté que vous étiez en train de tourner, et ben en fait, au moment où vous allez tourner, le vélo va vous rentrer dedans. Ce genre de Makiko Mijiko, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes, et c'est un des accidents les plus fréquents au Japon avec des vélos. C'est un délire. Et donc, à tel point que dès que tu loues une voiture ici, on te le dit. On dit faites bien attention, regardez bien votre angle mort quand vous tournez à gauche, parce que vraiment, t'as beaucoup de chances que le vélo il te rentre dedans, quoi. Donc, ouais, t'as eu beaucoup d'histoires comme ça récemment avec des accidents avec des vélos. Que le vélo soit en tort ou que la voiture soit en tort, mais t'as beaucoup d'accidents. C'est pour ça qu'ils ont mis un petit peu la pression pour que les vélos respectent un peu plus la circulation, pour éviter justement tout ça, quoi. Qui est tort dans ce cas? Les deux. Après, c'est l'assurance qui décide du pourcentage, tu vois. Mais si tu tournes et qu'un vélo te rentre dedans, ça peut autant être lui qui a pas regardé, qui t'est rentré dedans, que toi qui a pas regardé ton angle mort. Donc, t'auras jamais un 100-0, tu vois. Ce sera un 50-50 ou un 60-40 ou un 70-30, mais t'auras jamais un 0-100. Ah si, mais bien entendu, tu mets que tu mets le clignot. Mais des fois, t'as des gens qui vont tourner directement ou juste, ouais, ça peut être aussi le vélo qui a pas bien regardé, qui regarde tout droit, qui voit pas le clignotant et qui te... Voilà, mais c'est des choses qui arrivent malheureusement. Bon allez, on passe à la suite. Prochain article. Le gouvernement japonais invente un nouveau mot pour désigner les journées d'été caniculaires. Alors, vous le savez... Tous les ans, il y a le réchauffement climatique qui fait que le monde grille de plus en plus. Voilà. Donc on a des étés qui sont de plus en plus chauds. Et là, c'est vrai qu'au Japon, on a déjà des étés qui sont très chauds à la base. Mais ces dernières années, c'est vrai que ça devient invivable. C'est très très dur. Là, les étés récemment, ils sont vraiment... moi qui ai du mal avec la chaleur, je regrette un peu les étés d'il y a quelques années où j'avais limite l'impression que ça passait mieux que maintenant. Là, les étés, ils sont très très compliqués au Japon. Et donc, on en arrive à un tel point que le Japon a dû inventer un nouveau mot, créer un nouveau mot, parce qu'on avait déjà un mot qui nous permettait de décrire les journées qui étaient extrêmement chaudes, mais ce mot, il est tellement plus suffisant par rapport aux journées qu'on a maintenant qu'on a dû recréer un mot. Et je trouve ça très intéressant. J'ai vu passer ça récemment et je me suis dit ça pourrait être très sympa d'en parler. Donc on va lire cet article ensemble. Attendez, je bois juste un petit peu d'eau. Alors, l'été au Japon est de plus en plus chaud, ce qui entraîne une évolution linguistique. Alors que nous entrons dans la seconde moitié du printemps, il est temps de commencer à se préparer pour l'été, en faisant des choses comme ressortir ses chemises en lin, let's go, aller à la salle de sport pour se préparer physiquement pour la plage et créer un nouveau vocabulaire pour les jours très forte chaleur. Ce dernier point ne figure peut-être pas sur la liste des choses à faire de la plupart d'entre nous, mais c'était une priorité pour l'agence météorologique japonaise, la JMA, qui dépend du ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports et du Tourisme, avant le début de l'été. La JMA, elle utilise déjà un vocabulaire spécifique pour décrire les journées où la température atteint 25, 30, 35 degrés Celsius. Donc on va pas faire en Fahrenheit, c'est parce que c'est un article en anglais, donc ils le mettent dans les deux. Mais nous, écoutez, on est des gens cultivés, on utilise les degrés Celsius. On a Natsubi pour les journées d'été, Manatsubi pour les journées de plein été, et Monshobi qui permettait de décrire donc les journées de forte chaleur. Cependant, avec des étés de plus en plus chauds au Japon, l'agence prévoit que les températures maximales diurnes dépasseront fréquemment les 40 degrés Celsius au cours des prochains mois, ce qui nécessitera un terme spécifique pour les désigner. Alors, je fais très rapidement une petite aparté. Je sais que beaucoup de gens sont au courant, mais je préfère préciser parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément cette information. Quand on vous donne des chiffres comme 25 degrés, 30 degrés, 35 degrés, 40 degrés ou plus, vous pourrez vous dire on a la même chose en France ou dans d'autres pays. Et c'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, on voit très bien que il y a de plus en plus de canicules, il y a de plus en plus de fortes chaleurs. On a des étés qui sont de plus en plus chauds dans tous les pays. Mais qu'est-ce qui fait qu'à 40 degrés,
chose qu'on voit déjà arriver, hein, c'est d'autant plus compliqué au Japon que vous en France. Qu'est-ce qui fait que, si vous regardez uniquement les degrés, vous avez au final une vision très restreinte de la réalité de ce qu'est la chaleur. C'est que ce que vous n'avez pas ou beaucoup moins et que nous on a, c'est l'humidité. L'humidité, elle rajoute au moins 10 degrés au ressenti que vous avez sur la chaleur. C'est-à-dire que 40 degrés en plein été au Japon, c'est un ressenti 50 degrés. Parce qu'avec l'humidité, en fait, la chaleur peut pas s'évacuer. Et donc, en fait, vous allez bouillir de plus en plus. Donc, un 30 degrés ici, c'est l'équivalent d'un 40 degrés en France. Un 40 degrés ici, c'est l'équivalent d'un 50 degrés en France. L'humidité, vraiment, c'est ultra important. Et le fait est que le Japon, c'est un pays où l'été, on a énormément d'humidité. On peut arriver à des 80-90%, parfois même des 100% d'humidité. C'est un sauna. Clairement, c'est un sauna. Donc, c'est là, en fait, où ça rentre en compte. Et c'est pour ça que là, ils vont devoir créer un mot spécifique pour ça. Parce qu'avant, là où des journées à 40 degrés, c'était exceptionnel, là, on arrive à en avoir de plus en plus. On a des étés où les journées à 40 degrés sont de plus en plus présentes. Et donc, on a besoin d'un mot pour définir ces journées là, parce que c'est des journées que nous, on n'avait pas l'habitude de voir à ce rythme-là, à cette fréquence-là, auparavant. Et oui, c'est ça, c'est terrible pour les personnes âgées, bien entendu. Je reviens à l'article. Voilà. Le mois dernier, le site web de la JMA a mené une enquête, demandant aux répondants de choisir parmi une liste de candidats. Et sur la base des résultats, ainsi que d'entretiens avec des experts météorologiques, l'agence a pris sa décision et déclare qu'elle désignera désormais les jours de plus de 40 degrés par le terme kokushobi, ce qui se traduit par journée de chaleur cruelle. C'est terrible, hein, ou journée de chaleur extrême. Mais les kanji qu'on a là, c'est, ils les expliquent juste après. Mais quand t'es japonais ou que tu parles japonais, tu vois ça, tu dis ok, ça va douiller. Clairement, moi je trouve qu'ils ont bien choisi le kanji parce que ça, c'est clairement ça va douiller. Le mot kokushobi s'écrit avec les kanji qu'on a juste ici, qui signifient respectivement cruel. Ouais, t'as plusieurs définitions, mais cruel ça passe. Chaleur pour celui-ci et jour pour ici. Voilà. Par ailleurs, le kanji koku dans kokushobi est le même que celui du générique d'ouverture de Evangelion, Zankoku Natenshi no Teze. Ça, c'est très rigolo, ouais, effectivement. Non, le Zankoku, c'est le koku de Zankoku, en gros. Kokushobi a largement remporté le sondage de l'agence météorologique japonaise, recueillant 202 954 votes. Soit plus du double de tout autre candidat. Le terme arrivé en deuxième position, Chomoshobi, journée de canicule extrême, n'a recueilli que 65 896 votes. Kokushobi a également bénéficié d'un fort soutien de la part des experts en météorologie, notamment pour sa simplicité de compréhension. C'est ce que je dis, hein, c'est que tu vois ce kanji-là, tu sais directement que ça va être terrible. Et parce qu'il s'agit du même terme utilisé depuis 2022 par l'Association météorologique japonaise, une organisation non gouvernementale de prévision météorologique. Ce terme jouait donc déjà d'une certaine notoriété linguistique. Espérons que ce soit la dernière fois que l'agence météorologique japonaise doive inventer un nouveau mot pour désigner une vague de chaleur extrême, car nous ne sommes pas sûrs que toute la mode légère des pèlerins et les granités de ramen au Japon puissent nous sauver d'une chaleur dépassant les 45 degrés. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames et messieurs ? Alors c'est vrai dans 90% du territoire Mitsu, sauf dans la région bordelaise où le climat est très humide dû au terrain très marécageux. Le climat est donc à peu près le même qu'à Tokyo. Ok. La seule chose positive, c'est que quand je vais à Tokyo l'été, ça ne me change pas plus que ça. Ok. J'avais pas... pourtant, j'allais l'été chez ma mère à Bordeaux. Enfin, elle était du côté de Arcachon, tu vois, mais j'avais plus le sentiment d'avoir un été sec en étant par là-bas comparé à l'été que moi je connais à Tokyo. Mais après, tu connais mieux Bordeaux que moi, donc potentiellement. C'est trop intéressant la création d'un nouveau mot en japonais. J'ai l'impression que c'est quelque chose de mal vu en France si le gouvernement faisait quelque chose de similaire. Ouais, après en France, avec la... Comment ils appellent ça ? Les trucs de la langue française, là, mais c'est des pets de couilles qui ont envie qu'on parle le français d'il y a 500 ans et qu'on change rien et tout. C'est terrible, c'est terrible. Allez regarder un peu les vidéos de Linguisticae, moi j'aime beaucoup comment il explique ça.
Tu sens à quel point c'est des pets de couilles, hein, vraiment. L'Académie française, voilà. L'Académie française, putain. J'espère que le gilet et le tour de cou rafraîchissant suffiront. Ah putain, moi je pense que là je vais m'acheter... Vous savez, il existe des trucs, là, des tours de cou là, qui rafraîchissent bien, qui envoient de l'air et tout là. Je pense que je vais en avoir besoin. Hein. J'ai hésité à en acheter pendant longtemps, mais je pense que là ça va partir indirect. Hein. On discute des mots, mais pas des mots, le réchauffement climatique, bien entendu, bien entendu. Bah d'ailleurs, ça m'amène sur un autre petit article qu'on va lire ensemble juste après. Les vestes avec le petit ventilateur intégré. Ça, c'est surtout pour les travailleurs. Super important pour les travailleurs, ça. Une langue qui n'évolue pas est une langue morte, exactement. Exactement, très bien dit. Punaise, un follower. Du coup, à cause des chaleurs extrêmes, Okinawa en juillet, août, tu recommandes. Okinawa, c'est encore un climat différent. L'été okinawaien me gêne moins que l'été tokyoïte. Surtout que Okinawa, c'est ouvert. Très ouvert. T'as très peu de gros bâtiments, etc. Donc comme c'est ouvert, la chaleur, elle se dissipe plus. Tokyo, déjà, t'as énormément de gens. Donc t'as énormément de climatisation. La climatisation, ça rajoute facilement 1-2 degrés dehors. Donc le fait d'avoir... Pour avoir de l'air chaud à l'intérieur, ça rejette pour avoir de l'air froid à l'intérieur, ça rejette de l'air chaud à l'extérieur. Donc le fait d'être dans un endroit où t'as pas autant de clim qui fonctionne H24, etc., déjà, ça ajoute beaucoup au fait de te sentir un petit peu mieux. Donc je sais que quand j'avais été les étés à Okinawa, je le vivais beaucoup moins mal que l'été à Tokyo, personnellement. Moi, je suis pas quelqu'un qui va vous conseiller de venir en été, sauf si, par exemple, je discutais avec Pepe Garcia, lui me disait, lui, l'humidité, ça le gêne pas du tout, et donc lui, l'été, il le vit très très bien. Donc si vous faites partie des gens qui vivent bien l'été, franchement, vous posez même pas la question, vous pouvez venir en été. Par contre, si vous avez un petit peu de mal avec la chaleur, ça peut vite devenir compliqué. Tokyo, c'est une cuve comme Paname, ouais, exactement. Bonjour mon Bitel, comment ça va mon ref? Est-ce que les grosses chaleurs insupportables, c'est surtout les grandes villes où ça touche tout le Japon? Ça touche tout le Japon, bien entendu. C'est juste que tu vas avoir des facteurs en plus dans les grosses villes, tu vois. Mais après, d'un autre côté, dans les grosses villes, tu as plus d'endroits aussi qui vont être climatisés où tu vas pouvoir faire une petite pause si jamais tu te promènes à l'extérieur. N'importe quel magasin est climatisé. Donc si tu te promènes en ville et que la chaleur te tape dessus, tu sais que n'importe où tu vas rentrer, il va faire frais, tu vois. Alors quand tu es à l'extérieur, genre dans les campagnes, alors certes, il y a moins de clim, etc. Et t'as peut-être un peu plus de vent, et, peu importe, tu vois, peut-être plus d'ombre, tout ça, et encore avec l'humidité, l'ombre, ça sert pas à grand-chose. Par contre, t'as aussi moins d'endroits dans lesquels rentrer quand t'as chaud, tu vois. Donc, au final, t'as des mérites et démérites des deux côtés. Avantages, désavantages des deux côtés. Septembre, c'est encore un peu chaud. C'est à partir de fin septembre que l'air frais commence à arriver. Donc, moi, je dirais plus à partir d'octobre. Là, tu commences à rentrer dans une période qui est vraiment coolos. Pour moi, vraiment, la période entre octobre et décembre, c'est une des meilleures périodes pour voyager au Japon, hein, clairement. Ouais, novembre, c'est génial. Novembre, c'est vraiment génial. Si moi, je devais conseiller un seul mois pour aller visiter le Japon, c'est novembre. Clairement. En plus, c'est la période où t'as les momiji. Donc les feuilles d'érable rouge, etc. C'est magnifique. Moi, je suis même team momiji plus que sakura. Sakura, c'est sympa, mais je trouve que les momiji, tu prends une claque encore plus grosse que les sakura. Et puis au niveau du temps, c'est parfait, quoi. Le temps en novembre, il est génial. Donc clairement, je pense que novembre, c'est un des meilleurs mois pour visiter le Japon. Ouais. Pour moi, c'est bon, je voyage en octobre. Très bien, octobre aussi, très très bien. En vrai, octobre, novembre. C'est juste que octobre, début octobre, tu peux encore avoir pas mal de vagues de chaleur, alors qu'arrivant en novembre, vraiment, là, c'est très doux. C'est très très doux. Et il fait pas encore ultra froid non plus. Donc vraiment, t'es dans une période qui est parfaite, tu vois. Tu mets une petite veste et t'es très bien en novembre. Toi, tu reviens mi-juin. Ouais, tu reviens au début de la saison des pluies, c'est pas mal ça. Tu viens quand l'humidité arrive. Il faudra qu'on fasse quelque chose si tu viens en juin, Bitel. D'ailleurs, il y a mon cher ami Bardakov
Julien qui va passer aussi en juin. On va sûrement faire des petits trucs, ça va être très sympa. Écoute, j'ai jamais fait. Bah, tu nous diras, mon petit Max. Mais il faudra qu'on se voit à ce moment-là, on fera des trucs ensemble, sûr. Bon, allez, on passe à la suite. Prochain article qui est directement lié, justement, au réchauffement climatique. La mairie de Tokyo modifie son code vestimentaire. Les employés sont désormais autorisés à porter des shorts. Alors, c'est un peu putaclic, mais ce qu'il y a derrière est intéressant. Vous allez comprendre. Dans le Tokyo moderne, la tradition formelle des affaires s'estompe. Au Japon, il y a longtemps été de rigueur de porter une tenue de ville formelle pour travailler dans un bureau. Donc souvent, c'est le costume classique. Et l'été, on t'autorise à retirer la petite veste, mais tu devais rester quand même avec ta chemise, ton pantalon, etc. Truc très classique. Cependant, malgré l'importance accordée aux traditions, le changement climatique, par essence, ne se soucie guère du statu quo. Très joliment dit d'ailleurs. Face aux données de l'agence météorologique japonaise montrant que le pays a connu ses étés les plus chauds jamais enregistrés pendant 3 années consécutives, la municipalité de Tokyo, donc pour l'instant c'est juste Tokyo, mais ça risque de déborder sur les autres villes par la suite, a revu le code vestimentaire de Tocho, le complexe de l'hôtel de ville, et autorise désormais les employés à porter des vêtements impensables il y a une génération, des shorts. Et je vous laisse regarder un petit peu cette vidéo. とは中東情勢の緊迫化などを背景にエネルギーの確保が一層重要となる中で、今年も東京クールビズの運用を始めています。今年からはハーフパンツでの勤務も認められました。最初はちょっとハーフパンツの勇気がいったんですけれども、実際働いてみるとすごく快適なので、ぜひ広まっていくといいのかなというふうに感じてます。Incroyable ou pas? Incroyable ou pas, mesdames et messieurs? L'assouplissement des règles s'inscrit dans le cadre des nouvelles initiatives Coolbiz. Donc ça, Coolbiz, c'est vraiment le nouveau mot qu'on entend partout en ce moment au Japon. Lancé en début d'année administrative, donc ça a commencé à partir d'avril, qui commence au printemps au Japon. Depuis le 3 avril, les employés travaillant dans les locaux du gouvernement métropolitain de Tokyo, donc Tocho, sont autorisés à porter des shorts. Mais c'est pas que les shorts d'ailleurs. Le port du t-shirt est également autorisé, même s'il convient de noter qu'en japonais, notamment chez les personnes plus âgées, le terme t-shirtsu désigne parfois un haut sans manches en général, et pas seulement les vêtements que l'on porte à la salle de sport ou que l'on achète lors d'un concert. Idéalement, un code vestimentaire plus décontracté présentera de nombreux avantages. Du point de vue de la sécurité des employés, des vêtements plus légers et respirants contribueront à prévenir des coups de chaleur par temps chaud. D'ailleurs, Tocho a mis en place un nouveau système d'alarme pour inciter les employés à rester au frais et à s'hydrater lors de températures extrêmes. Le port de shorts et de t-shirts permettrait également de faire fonctionner la climatisation à des niveaux plus modérés, réduisant ainsi la consommation d'énergie et l'impact environnemental. Enfin, des employés à l'aise sont généralement plus efficaces. Ce nouveau code vestimentaire pourrait donc également améliorer la productivité au sein de la Tocho. こちらは東京都庁。 Ça, c'est ce qu'on vient de voir déjà, non? T シャツ姿の職員に加え、ハーフパンツにスニーカーを履いて働く職員の姿が見られま Ouais, し ça, た。 c'est quelque chose qu'on pouvait pas voir avant, hein, clairement. 東京都は職場での服装や働き方を見直す東京クールビズを進めていて、年間を通じて自由に服装を選択できるということです。 Est-ce qu'on arrive vers une période où on ne pourra plus dire que les Japonais sont toujours dans leur truc, avec leurs petits suits, etc. Il faut pas que ça bouge et tout. Ça évolue. Ça évolue. Alors là, pour l'instant, c'est juste la Tocho et ça risque de... Je pense que ça va inciter beaucoup d'autres entreprises à faire la même chose. Mais peut-être qu'on évolue vers un Japon où on n'aura plus cette image du salaryman en suits tout le temps. Peut-être que, voilà... Le suit, ce sera uniquement pour l'hiver. Et qu'en été, on aura des salaryman en t-shirt, short et petites sneakers. Écoutez, on aura des salaryman en mode start-up. Pourquoi pas? Au début, je pensais que je me sentirais mal à l'aise, a confié un employé de Tocho qui a récemment travaillé en short. J'adore, c'est trop bien. Mais c'est vraiment confortable et j'ai senti que mon travail était plus fluide. Jusqu'à présent, je portais généralement des polos ou des chinos au bureau. Mais les shorts sont vraiment plus frais et plus confortables que les pantalons. J'adore vraiment ces employés de bureau qui découvrent les shorts, tu sais. Ah putain.
Cette nouvelle politique ne passe pas inaperçue et suscite des réactions mitigées quant au choix vestimentaire décontracté. Au Japon, le short, surtout porté par des hommes, est depuis longtemps considéré comme une tenue résolument décontractée. Et certains internautes ont déploré l'idée que des fonctionnaires puissent s'habiller de façon aussi décontractée. La rareté jusqu'à présent des jambes masculines découvertes au travail soulève également des questions de bienséance liées à l'apparence. Car dans de nombreux bureaux japonais, la barbe de 3 jours est déconseillée, voire interdite. Certains se demandent donc si les hommes qui choisissent de porter un short chez Tocho devraient également être prêts à se raser les jambes ou à s'épiler le bas du corps. Vous imaginez le genre de questions que les gens doivent se poser? Putain, c'est un délire. J'adore ce pays, je vous jure, j'adore ce pays. Malgré les critiques de ceux qui perçoivent le nouveau code vestimentaire comme un relâchement du professionnalisme, les vidéos mentionnées semblent indiquer que le port du short est autorisé pour les employés des services administratifs et non nécessairement pour ceux qui sont en contact direct avec les résidents et le public se rendant à Tocho pour des démarches administratives. Alors que les étés japonais sont devenus si caniculaires qu'il est nécessaire d'inventer de nouveaux termes, comme on l'a vu tout à l'heure, il est rassurant de voir Tocho prendre des mesures avant la fin du printemps. Et moi j'espère surtout que d'autres compagnies vont autoriser un petit peu, voilà, vont être moins strictes, moins prudes, et autoriser leurs employés à s'habiller moins chaud, parce qu'effectivement, voir des salaryman en plein été caniculaire habillés avec leurs suits 3 pièces, là, ouais non, au bout d'un moment, je pense qu'il faut évoluer un peu avec son temps, mais dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en pensez, mesdames et messieurs? Ah, c'est de l'info ou c'est pas de l'info? Moi, je vous apporte de l'actualité, là. Moi, c'est de la vraie actualité actualisante. Voilà, voilà. On fait pas les choses à moitié ici chez Mitsu, là. Il y en a qui parlent de combini, moi je vous parle de shorts. Ah putain, je vous jure. Pareil avec YouTube, les shorts mis en avant, exactement. On est sur la décennie des shorts. Dès que la productivité est remise en cause, faut bien s'adapter à ce que l'homme fait de mieux. Ouais, des fois, ce serait bien de s'en rendre compte avant, quoi. C'est bien de voir que la culture du travail se détend au fur et à mesure des années. Oui, clairement. Vivement qu'il passe au kilt. Putain. Courage pour ton visa, oui, mon cher JL. Putain, Ah, j'avais pas vu, peut-être qu'en short, ils seront plus efficaces au bureau de l'immigration. Putain, mon pauvre, j'avoue. Les shorts pour les femmes aussi, non, je pense que les femmes, elles ont le droit d'être en jupe ou, tu vois. C'est juste les mecs qui devaient mettre des gros pantalons de suits, là. Mais de manière générale, je pense qu'il faut qu'ils évoluent vers plus de souplesse, de manière générale, sur ce genre de choses. Mais là, je pense que c'est bien, parce que c'est comme ça que les Japonais fonctionnent aussi. Hein. C'est qu'il faut qu'il y en ait un qui innove un petit peu, pour qu'ils se disent, au final, ça va. Et au final, ils travaillent bien, les gens, là. Eh, t'as vu, là, depuis qu'ils ont moins chaud, là, ils travaillent bien, les gens. Peut-être faire ça, hein. Puis tu vas voir la compagnie d'à côté qui vont dire, ah, putain, les gens en face, ils travaillent bien depuis qu'ils sont en short. Vas-y, nous aussi, on va mettre des shorts. Puis au bout d'un moment, voilà, ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis au final, vous allez voir tout le monde en short, parce que tout le monde aura compris qu'effectivement, un peu plus de souplesse et plus de gens qui sont dans des conditions favorables à travailler, travaillent mieux. Voilà. Le bien-être des employés, quelque part. Est-ce que j'ai trop demandé, hein, demander un peu de bien-être pour les employés, là. Ceux qui mettent les mains dans le cambouis, là, qui font les trucs, là. Parce que c'est bien beau hein, de dire oui, il faut s'habiller comme ça quand t'es dans ta belle pièce là, bien climatisée. Mais les gens qui sont en bas et qui bossent, il faut y penser de temps en temps. N'est-ce pas? Mais ouais, clairement, c'est cool de voir que ça évolue. Et il faut pas qu'ils attendent trop, je pense, que ça évolue un peu plus vite quand même. Parce que là, ça commence à être compliqué les étés. Mais ouais, voilà. Hop là. Du coup, il me reste quoi comme article? Je vérifie. Ah oui, voilà, on a ça qui est sympa. Il nous reste 2 petits articles pour terminer. Là, on va plus rentrer un petit peu dans de la pop culture.
mais très sympa. Du coup, on va y aller rapidement. Non, Mitsu, ne pleure pas. Ah, ça, c'est les cristaux de menthe. Voir autant de travailleurs de Tokyo là, qui peuvent travailler dans de bonnes conditions, putain, ça me touche, tu vois. Putain, ils méritent ça depuis tellement d'années. Non, franchement, c'est beau, putain, ça me touche. Alors, tu vois les mecs là qui travaillent en soutes tous les jours là, putain, quand il fait 40 degrés, ils sont pas bien et tout. Et là, maintenant, ils vont pouvoir travailler en short. En short, putain. Vous imaginez la dinguerie. Ils vont pouvoir travailler en short. Oh putain, c'est incroyable. Allez, let's go. Donner un Oscar à cet homme, let's go. Allez, on passe à la suite, mesdames et messieurs. Le studio de cinéma japonais Toei annonce les 3 premiers jeux vidéo de son nouveau studio Toei Games. Est-ce que vous avez entendu parler de ça, mesdames et messieurs? Le studio Toei que vous connaissez forcément, studio de cinéma emblématique, historique du Japon, qui lance son studio de jeux vidéo incroyable. Et donc, on va lire un petit article, parce qu'il y a déjà 3 jeux qui ont été présentés. Toei ou pas Toei, telle est la question. Plus tôt cette semaine, Toei, le producteur de films de longue date à l'origine de films classiques tels que Street Fighter, Black Rain, Battle Royale, Tora, a annoncé à la surprise générale le lancement de Toei Games, une nouvelle division spécialisée dans la production de jeux vidéo. Le logo Toei est un classique au même titre que le Lion de la MJM. Donc vous connaissez forcément, voilà, tous les gens qui ont maté Battle Royale ou d'autres films, vous connaissez ce petit clip, voilà, de la Toei. Et donc ils ont fait la version jeu vidéo juste ici en pixel art, très très sympa. L'une des raisons de la surprise générale est que, outre les longs métrages, Toei propose également des programmes jeunesse très populaires tels que Kamen Rider, Super Sentai. Par ailleurs, Toei Animation a produit certaines des séries les plus populaires de tous les temps, comme Dragon Ball, Sailor Moon, Pretty Cure, pour n'en citer que quelques-unes. Et comme nombre de ces licences ont déjà fait l'objet d'adaptations en jeux vidéo, certains ont pensé que Toei allait peut-être prendre le contrôle de leurs franchises vidéoludiques respectives. Ce serait pas déconnant. Cependant, Toei a clairement indiqué que Toei Games développerait des jeux entièrement originaux, sans se baser sur les films et programmes d'autres filiales du groupe. C'est ainsi que le 24 avril, 3 de ces titres ont été présentés au public, tous prévus pour une sortie sur PC via Steam. Donc là on peut voir ici le logo de production de Toei fidèlement recréé en pixel art par les maîtres de Kerosoft. Très sympa en vrai, très cool. Le premier jeu présenté c'est Kill La Kill La, un jeu de dark fantasy développé par Black Tangerine dans lequel vous incarnerez Valhalla, une jeune femme dont l'orphelinat a été incendié et dont le mentor a été tué, ses derniers mots à son intention étant « tue-le-la ». Incroyable. Le jeu est réalisé dans un style de marionnette très unique et étrange, et on va se mater ça très rapidement. On est un peu sur une ambiance de Paper Mario-like, je trouve, mais moi j'aime bien personnellement. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. C'est le genre de DA que moi j'aime bien. Donc pourquoi pas, et puis surtout si l'histoire du jeu elle est vraiment intéressante, ça peut être très très sympa je trouve à jouer. Donc voilà, donc ça c'est pour le premier jeu. Alors attendez, hop, je remets. Le premier jeu qui s'appelle donc Kill La. Comme ici là, Kill La, Kill La.
Valhalla sera ensuite sur une île mystérieuse où elle rencontre 9 personnes nommées La et doit utiliser ses pouvoirs de résonance pour percer leurs secrets et découvrir de qui parlait son mentor. On retrouve également Hino d'Ungloom Studio dans un style graphique élégant à l'encre noire. Ce jeu suit Hino et son compagnon squelette Moni Moni dans leur quête d'un refuge dans un monde plongé dans les ténèbres. Donc là on a une DA qui est encore différente. Ça c'est clairement une... Moi je trouve que c'est une DA à la Feldup. Ça me fait penser à Feldup direct. Ningen no kodomo. Un petit jeu comme ça, petit platformer, énigme, etc. Je pense qu'il y a moyen que ce soit très sympa, Hino aussi. Donc voilà, Hino. Le jeu consiste à vaincre des monstres très inquiétants et à déjouer des pièges, tout en découvrant pourquoi vous vous trouvez dans ce monde et en atteignant l'une des multiples fins du jeu. Donc ça va être un jeu à fins multiples. Ça peut être intéressant pour le faire et le refaire. Du côté des jeux plus joyeux, parce que c'est vrai que là on a quand même 2 jeux avec une DA qui est quand même assez dark. Toei s'apprête à sortir Debug Nephemi, développé par Nephemi Studio. Ce jeu vous plonge au cœur d'un monde de Nephirum complètement buggé, le tout dans un style pixel art éclatant. Donc là on a celui-ci et on a pareil un petit trailer déjà. Moi, tous ces jeux, c'est des jeux que je vois arriver sur la Switch à terme. Clairement. Celui-là, c'est peut-être... Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont très friands de ce genre de jeu-là. C'est peut-être celui qui me tente le moins parmi les 3 pour l'instant. À voir. Le multiplat, de quoi tu parles? Ouais, c'est ça, ouais, ça fait une grosse vibe Undertale un peu, ouais, exactement. Grosse vibe Undertale, ouais, je trouve. Mais voilà, pour l'instant, écoutez, hop, on a déjà ces 3 jeux-là. Donc là, par rapport au jeu qu'on vient de voir, ce lieu est habité par des Nephemi, eux aussi affectés par des bugs et prêts à être attaqués. Pour les soigner, il faut comprendre leur personnalité unique et adapter sa réaction en conséquence. Les secours impliquent également de jouer à 4 mini-jeux simultanément, idéal pour les adeptes du multitâche. Il est assez surprenant qu'une société ayant produit certains des plus grands noms du cinéma, de la télévision et de l'animation japonaise choisisse de lancer son catalogue avec des titres de développeurs de jeux indépendants. Certains commentaires en ligne ont salué leur ambition et leur indépendance, tandis que d'autres ont déploré que Toei n'ait pas davantage exploité le potentiel de son catalogue. Après, ils viennent de se lancer, donc peut-être que dans le futur, ça arrivera. Donc là, on a des commentaires de certaines personnes. Toei Games, c'est très différent de ce à quoi je m'attendais. Je pensais qu'ils allaient simplement adapter leur propre licence, c'est beaucoup plus ambitieux. Qu'il arrive chez Toei Games, génial. J'ai vraiment hâte de jouer à Hino, je vois pas l'intérêt de ces productions Toei, j'ai perdu mon temps à espérer. Donc t'as des gens voilà, qui s'attendaient peut-être à plus de la part de Toei, mais encore une fois, les annonces 3 jeux, peut-être qu'ils vont faire plus de choses dans les années futures. La solution de facilité pour Toei Games aurait été de se lancer dans la production de jeux Spider-Man, Dragon Ball, Pretty Cure, mais les droits d'adaptation de ces séries sont détenus par Bandai Namco et Sony. Toei Games a donc clairement choisi de construire sa propre identité. Malgré les risques, cette stratégie s'avère plus judicieuse pour l'entreprise et en cas de succès pourrait rapporter gros à long terme. Pour l'instant, ça s'annonce bien avec une sélection de jeux prometteuse qui met l'accent sur les scénarios profonds et une réalisation artistique soignée. Les dates de sortie ne sont pas encore fixées, mais ils semblent tous valoir le coup d'attendre et peut-être être ajoutés à votre liste de souhaits sur Steam. Et voilà. Vous, de votre côté, je ne sais pas s'il y a des gamers parmi vous, qu'est-ce que vous en pensez ? À voir dans le futur, il y a moyen que ça devienne plutôt cool. Yes, yes. Bah à voir. Hein. Après, moi, je trouve ça bien de pas rentrer dans la facilité et d'aller vers des nouvelles licences. De créer quelque chose. On a besoin, en fait, on est tellement dans un système aujourd'hui où c'est beaucoup de licences connues dont on fait le énième jeu ou alors des remakes, etc. Partir sur des nouvelles licences, même si là, c'est pas des gros jeux AAA, tu vois. Mais c'est cool de découvrir des nouveaux trucs. Moi, j'aime bien, personnellement. Je suis pas fan des DA en particulier, pixel art, mais le principe est intéressant. Ok. Je
préfère qu'ils sortent des jeux indés et qui viennent pas de leur licence, comme ça on évite un horrible Hogwarts Legacy. J'ai pas joué à Hogwarts. Il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'avoir kiffé quand même Hogwarts, non? J'avoue avoir pensé également qu'ils reprennent leur production, mais bon, tant pis, je regarderai de loin. J'ai pas de PC de toute manière. Moi, je pense que vraiment, quand tu regardes, c'est typiquement le genre de jeu qu'on finit par retrouver sur le catalogue Switch au bout d'un moment. Je vois pas un monde où les jeux, là, les 3 qu'on a vus, ils sortent pas sur Switch. Clairement, c'est le catalogue Switch. Tu retires tous les gros jeux Nintendo et les quelques portages qu'il y a dessus. C'est en grande majorité des jeux indés comme ça. Aucun monde où ces jeux-là ne sortent pas sur Twitch à un moment. Sur Switch, pardon. Quand ils sortiront, tu pourrais nous en faire un stream. On verra. Peut-être, écoutez, je suis pas fermé à l'idée. Franchement, ils vont tourner sur Switch, mais c'est sûr et certain. Quand tu vois le catalogue de la Switch et de la Switch 2, tu peux pas passer à côté. C'est sûr que des jeux comme ça qui vont dans tous les cas tourner sans aucun problème sur la Switch, aucun monde où ils les mettent pas dans le catalogue. Même si là, ils ont annoncé Steam en premier, sûr, ça va sortir sur Switch. Sur Switch, ouais, il y a des pépites quand tu regardes les jeux indés. Ouais, mais Steam Deck, qui a un Steam Deck aujourd'hui? Steam Deck, c'est peanuts le nombre de gens qui ont un Steam Deck comparé au nombre de gens qui ont une Switch. Donc si jamais ton but c'est de vendre un maximum de jeux, t'as tout intérêt à ce que ça aille sur le catalogue Switch. Hogwarts, c'est trop bien. Mais je vois, il y a des gens qui n'ont pas aimé, des gens qui ont aimé. Mais c'est cool, ça fait du débat. Ouais, je suis d'accord qu'en ce qui concerne l'autrice, il n'y a même pas débat. C'est une connasse. Après, c'est à quel point... Ça c'est un vrai débat en vrai. Je vais pas rentrer dedans aujourd'hui, j'ai pas le temps. Puis je suis pas spécialement fan d'Harry Potter, donc c'est pas un débat qui me touche directement. La cause, par contre, derrière, elle me touche. Mais t'as ce vrai truc de comment gèrent les gens aujourd'hui qui sont très fans de la licence et qui ne veulent pas financer les dérives de l'autrice, tu vois. C'est vrai que c'est un vrai débat. Je vois des gens qui se mettent sur la tronche à ce niveau-là. Et c'est un débat qui est pas facile parce que t'as des gens qui veulent juste continuer d'apprécier un univers qu'ils aiment bien. Et t'as d'autres qui, pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles, disent ouais, mais en même temps, est-ce que financer une personne qui fait ce qu'elle fait, c'est bien ou pas? Et c'est pas bien, tu vois. Et je vois des gens vraiment qui se mettent sur la tronche. Et c'est dur, c'est un débat qui est compliqué, je trouve. Mais je vais pas rentrer dedans aujourd'hui. Vraiment, le but, c'est pas qu'on rentre dans un segment comme ça. Je vais vous parler d'abord du dernier article de la journée. Mais je trouve le débat intéressant. Le débat intéressant parce qu'il met en avant des idées vraiment intéressantes sur comment on est censé prendre ces choses-là. Parce que je comprends les deux. Je comprends les deux bords. Et c'est juste dommage que les gens en arrivent à se mettre sur la gueule. Mais je comprends les arguments des deux côtés, quoi. Ouais, c'est ça, la confrontation entre affect et valeur, exactement. Mais quand tu regardes, si tu pars du principe que il faut pas financer les personnes qui font des dérives avec leur argent, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que là, on a quelque chose qui est ultra visible avec J.K. Rowling. C'est ultra visible, on sait. On le voit, on le sait. Mais dès que vous allez consommer du cinéma, de la télévision, vous financez des gens qui font des choses aussi crasses, mais vous vous en rendez moins compte. Donc en fait, si tu vas totalement au bout de ce truc-là, encore une fois, je suis d'accord, mais si tu vas au bout de ça, la plupart des choses qu'on fait dans la vie de tous les jours, elles financent des gens qui font des choses crasses avec cet argent-là. Le cinéma, aujourd'hui, la majorité des grands groupes de cinéma, ils sont détenus par des gens qui sont des gens qui font des choses extrêmement graves avec leur argent. Et du coup, en fait, il y a tellement de choses dans notre vie de tous les jours qui financent des gens qui font ce genre de choses que je comprends les gens qui disent ouais, mais au bout d'un moment, on peut pas non plus se priver de tout et de tout, tu vois. Et en même temps, je comprends les gens qui disent ouais, mais j'ai pas envie de financer ces gens-là. Et du coup, bah, c'est complexe, tu vois. Mais c'est un vrai débat. C'est un débat qui est complexe. Regarde, tu prends par exemple Paramount qui rachète Warner. Paramount aujourd'hui c'est géré par des personnes qui sont ouvertement racistes, fascistes, nazis, tout ce que tu veux. Et du coup, dès que vous allez voir un film qui est un film estampillé Paramount, estampillé Warner maintenant, vous allez financer aussi ces gens-là. Vous allez voir le film Sonic,
en allant voir le film Sonic, vous donnez de l'argent à des gens qui vont se servir de leur argent pour faire du mal à toute une partie de la population. Et c'est juste qu'on n'en est pas forcément conscient. Et il y a énormément de choses qu'on fait, des choses qu'on consomme, sans le savoir, qui vont financer des gens qui vont utiliser cet argent dans un but néfaste à notre égard ou à l'égard d'autres personnes. Et donc, c'est pour ça que c'est des débats qui sont vraiment compliqués. Mais je comprends après. Surtout quand tu es très impliqué directement dans la défense des droits LGBT, etc. Ce que je suis. Hein. Moi, je défends et je défendrai toute ma vie les droits LGBT. Et c'est pour ça que je comprends les gens qui sont contre J.K. Rowling, totalement. Mais du fond du cœur, je comprends. Mais le débat, il arrive à ce moment-là. C'est comment tu gères ça aujourd'hui ? Est-ce que tu te dis, bon, au final, l'affect que j'ai pour cette licence, il est tellement important pour moi que je vais quand même continuer d'apprécier la licence, même si je sais qu'une partie de cet argent va revenir à une personne envers laquelle je suis totalement... je n'ai pas du tout les mêmes valeurs. Ou est-ce que tu te dis, voilà, ce combat, il est tellement important pour moi que je préfère, quitte à abandonner mon affection pour telle licence que j'adorais, je préfère que mon argent n'aille pas à cette personne. Les deux discours sont valables, en fait. Et il faut que les gens arrêtent de se taper dessus. C'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure. Les combats sont valables, les avis sont valables. Il faut juste arrêter de cette pureté militante où tu vas taper sur tous les gens différents de ton avis à toi, quand les deux avis se valent en fait. Bien entendu, quelqu'un qui va commencer à dire des trucs ultra racistes, ultra transphobes, ultra machin et tout, bien entendu, là il faut même pas chercher, tu dis ton avis c'est de la merde, parce que c'est même pas de l'avis, là c'est juste de la méchanceté, et voilà. Mais quand on a des avis qui se valent comme ça, je pense que juste rentrer dans l'autre et essayer de défoncer l'autre, on parle pas en fait, et ça fait avancer rien du tout. Mais voilà. Mais encore une fois, je suis totalement pour. Hein. Enfin, je comprends les deux bords. Et moi, je consomme pas de Harry Potter. Je suis pas fan. J'ai été fan quand j'étais petit, suffisamment pour avoir une tapisserie dans ma chambre avec Harry Potter et tout. Mais à partir du 4e ou du 5e film, pas parce que les films étaient mauvais, hein, mais juste parce que la vie m'a amené sur d'autres terrains, j'ai un peu arrêté de regarder les films. Et donc aujourd'hui, vraiment, je m'en fous d'Harry Potter, vraiment là la série qui va sortir, je m'en bats les reins quoi. Donc je suis pas dans ce... Moi j'ai pas l'affect. Donc comme j'ai pas l'affect, je sais que moi je vais pas mettre d'argent dans les trucs Harry Potter dans tous les cas. Mais par contre les gens qui sont encore très très fans de l'univers, je comprends que c'est compliqué pour eux de devoir choisir comment faire à ce moment-là. Voilà. Ah oui, en France par exemple vous avez Bolloré, bien entendu. En France, quand vous allez voir, comme tu dis, ton commentaire il est très bien. Hein. Vous achetez un album d'Astérix, vous allez à UGC, vous financez directement Bolloré, et on sait très bien ce que essaie de faire Bolloré avec son argent. Donc il y a trop de choses comme ça en fait dans la vie de tous les jours, en dehors de J.K. Rowling, où en vivant notre vie, on finance des gens qui font des choses extrêmement crades avec leur argent. Donc c'est juste, on est dans un monde à ce niveau-là qui est un monde de merde, où on donne de l'argent à des gens qui font des choses terribles avec. Et malheureusement, je pense qu'il y a une partie aussi où il faut accepter ça, quoi. Parce que sinon, vraiment, on ne fait plus rien. Mais c'est dur, hein. Quand tu te rends compte où va ton argent, tu te dis, je ne fais plus rien, en fait. Ouais, c'est ça, Pierre-Édouard Sterrin. Oh là là, mais terrible. Terrible. Qui s'imaginait à l'époque, là, où ils achetaient les smartbox, machin, là, qui finançaient un mec avec des idées pareilles, quoi. C'est terrible. Mais donc voilà, vous avez mon avis un petit peu là-dessus. Au final, j'en ai plus parlé que ce que j'imaginais, mais vous avez mon avis là-dessus. Voilà. Et encore une fois, hein, chacun est libre de son avis. Tant qu'on entre... Moi, vous connaissez mon truc. Hein. Tant que votre avis ne va pas contre les principes de base de l'humanisme, on est humain, on respecte les autres humains. Après, vous avez votre avis sur telle ou telle chose, mais juste on respecte les autres humains. Donc pas de racisme, pas de xénophobie, pas de voilà, ça c'est des choses qui m'insupportent au plus haut point. Donc tant qu'on retire ça, là on peut discuter de manière, même si vous avez des avis différents, on peut discuter de manière totalement libre. C'est mon avis à moi. Voilà. Toi de ton côté, tu pourrais refuser de taffer avec quelqu'un qui est merdique. Ah mais moi je le fais déjà. C'est que je ne dis pas de non, mais il y a des gens dont je ne parle jamais et dont je ne parlerai jamais et avec qui je ne travaillerai jamais parce que je sais que c'est des gens qui font des choses purement crasses.
Et j'aurais eu l'opportunité de travailler avec telle ou telle personne, je sais que je ne le ferai jamais parce que l'humain derrière le travail, l'art ou la chaîne YouTube ou quoi que ce soit, je sais que ce sont des gens avec qui je ne partage aucune valeur et je sais parfois que c'est des gens qui ont fait des choses extrêmement graves. Donc ces gens-là, je sais que jamais je ne travaillerai avec eux, jamais je ne ferai rien avec eux, jamais je n'irai boire un verre avec eux. Voilà. Donc ça, c'est moi. J'ai aussi ce côté où j'essaie d'être vrai avec moi-même. Donc malheureusement, ça me retire des opportunités, ça c'est sûr, parce qu'il y a plein de personnes avec qui j'aurais pu faire des vidéos, j'aurais pu travailler, j'aurais pu faire tel ou tel projet, et ça aurait pu me permettre de faire des choses beaucoup plus grosses que ce que j'ai actuellement, mais je me suis toujours refusé de le faire parce que quand l'humain derrière est une personne exécrable, je refuse de travailler avec. Et ça, c'est comment je suis. Tout le monde n'a pas forcément ça, hein, et peut-être que je me plante, hein, je sais pas, hein, mais je sais que je suis incapable. Ça se voit sur mon visage. Quand j'aime pas quelqu'un, ça se voit. Donc je pourrais pas travailler avec quelqu'un quelqu'un dont je sais qu'il a fait des mauvaises choses ou quelqu'un qui est terrible. J'ai eu ça d'ailleurs récemment, pareil, je balance aucun nom, hein, mais une personne qui faisait des vidéos sur un thème et je me suis dit j'aimerais bien travailler sur ce thème-là. Je suis rentré un peu en contact avec parce que des gens m'ont dit tiens, il y a telle personne, tu devrais essayer de travailler avec lui. On s'était follow sur les réseaux et moi j'avais pas du tout regardé ses réseaux en fait. Juste j'avais entendu parler de son travail. Et donc je l'avais suivi que pour le travail et je me suis rendu compte des choses qu'il partageait. Et là, je me suis rendu compte, mais c'était des trucs ultra racistes, ultra misogynes, ultra... Waouh, tout ce que j'aime pas. Tout ce que j'aime pas. Et du coup, j'ai coupé court à la conversation en fait. Vraiment, je me suis dit, non, c'est juste pas possible. Juste pas possible. Je pourrais pas. J'y arriverai pas. Donc voilà, mais c'est ma manière de faire. Après, je sais que ça me met dans un certain sens une balle dans le pied parce qu'il y a beaucoup de gens qui préféreront mettre ça de côté pour avoir les opportunités, ce qui est une façon de faire, encore une fois, que je ne critique pas. Mais moi, je sais que je ne peux pas le faire, donc je le fais pas. Et quand je me rends compte que je travaille avec... C'est pour ça que ça me fait peur. Je vous avais parlé récemment du fait que j'avais peur de faire confiance aux gens. C'est que j'ai aussi cette peur de penser que quelqu'un est une bonne personne et de me rendre compte derrière que c'est une personne qui a fait des choses crasses, etc. Et de me rendre compte, putain, merde, j'ai bossé, j'ai donné de mon temps, j'ai donné peut-être de la visibilité à une personne qui faisait des choses terribles, tu vois. Et c'est une vraie peur que j'ai aujourd'hui. Je travaille là-dessus parce qu'au bout d'un moment, si on fait pas confiance aux autres humains, on n'avance pas. Donc j'essaye au maximum d'accorder ma confiance malgré tout. Mais c'est une vraie peur que j'ai au fond de moi aujourd'hui. Parce qu'on voit tellement de trucs qui sortent de tous les côtés de la part de plein de gens que je me dis putain, mais à qui je suis censé faire confiance maintenant? C'est dur en fait, tu vois, c'est vraiment dur. Tu peux jamais être sûr. Ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'il faut s'autoriser à faire confiance aux gens malgré tout, tu vois. Si tu deviens parano, tu fais plus rien, donc bien entendu. Mais par contre, quand je sais quelque chose en avance, là, la décision est déjà faite. Quand je sais quelque chose sur quelqu'un, là, c'est no way, tu me verras jamais avec cette personne, quoi. Bon, allez, dernier article. En plus, celui-là, il est sympa, là. Let's go. Dernier article du jour. Les nouvelles baskets Converse Kyoto célèbrent le Japon avec des tissus de kimono traditionnels pour vos pieds. Est-ce qu'il y a des émos parmi vous, comme le petit émo que j'étais, qui portaient des Converse quand ils étaient jeunes? Bah écoutez, on a une collab Converse Kyoto où on a des Converse faites à partir de tissus de kimono. Et j'ai trouvé ça sympa. Et j'ai grave envie de m'en prendre une paire en vrai, je vais pas vous mentir. Déambuler dans les rues de Kyoto comme une geisha moderne grâce à cette collection exclusive de 4 pièces. Les Converse sont réputés pour leur meilleure qualité au Japon. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ça d'ailleurs. Il y a même des Converse studios dans lesquels vous pouvez faire vous-même vos Converse, etc. Il y en a un à Harajuku et il y en a plusieurs. Mais oui, c'est... en fait, c'est ce qu'ils expliquent juste après, donc je répète en fait l'article, mais Converse Japon, c'est très différent du reste de Converse dans le monde. C'est pour ça que c'est très intéressant de se prendre des Converse au Japon. Parce que la marque y est gérée indépendamment par la société japonaise Hitotsu et non pas par Nike. Désormais, grâce à une nouvelle collaboration avec Kyoto Ippuya, un atelier textile situé au pied du Kiyomizu-dera, donc le Kiyomizu-dera, c'est le gros temple que vous avez à Gion, il y a une raison supplémentaire de s'offrir une paire de Converse au Japon. La gamme est promue par une Maiko, donc les Maiko c'est les apprentis geisha, et donc voilà, on a 4 paires différentes que je trouve très jolies, personnellement. Hop, je peux pas la grossir un peu plus. Viens là toi. Pourquoi il veut pas... Ah, c'est au max déjà? Ok, je peux pas grossir plus. Voilà, on a 4 paires juste ici.
Ippuya crée et vend des articles originaux de style japonais confectionnés à partir de matériaux comme le tissu traditionnel chirimen et privilégiant les méthodes artisanales. La boutique, forte d'une grande expertise dans le domaine des tissus, propose 4 modèles exclusifs. Tous semblent avoir été approuvés par les Maiko. Bon, il y a un petit peu aussi de marketing, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, ici on a le premier modèle de la gamme, c'est le All Star KY High Ippuya, donc il est à 16 500 yens, donc 100 balles à peu près. Il est à peu près à 100 €. On a ce modèle-ci, qui sont très jolis en vrai. Très très jolis. Ce modèle spécial présente une tige confectionnée selon les techniques de teinture Kyoryuzen de Kyoto. Le Kyoryuzen est une technique de teinture traditionnelle complexe qui utilise des contours à la pâte de réserve et la vapeur pour créer des motifs raffinés, principalement inspirés de la nature et utilisés surtout pour les kimonos haut de gamme. Donc voilà, très joli. Ensuite, on a ceux-ci, qui sont donc les All Star WF H High Ippuya à 14 300 yens, donc on est plus sur 80-90 €. Ce modèle présente une empeigne en crêpe texturée ornée d'un motif de camélia aux couleurs vives imprimé à Kyoto. Comme tous les modèles de cette série, cette paire arbore le logo Ippuya au talon et une étiquette tissée attestant de son origine kyotoïte. En autre particularité, l'écusson rond à la cheville sur lequel figure l'inscription Converse All Star en katakana. Donc vous pouvez le voir ici, c'est écrit en katakana et pas en anglais comme d'habitude. Et si vous n'aimez pas les versions montantes, il y a aussi les versions... voilà, les versions, je sais pas comment on dit quand c'est pas montant. Descendante, j'ai pas le mot. Donc là on a la WFOX Ippuya en vert foncé, 13 200 yens, donc là on est plus sur un 80 € à peu près. Très joli aussi. Hein. Cette basket basse, oui voilà, une basket basse. Merci beaucoup. Possède une tige en crêpe imprimée à Kyoto d'une magnifique motif de chrysanthème. Une paire si originale qu'elle attirera même l'attention des Maiko que vous croisez dans les rues de Kyoto. Très jolie celle-là en vrai. Je la trouve très jolie. En plus c'est mix, c'est ça que j'aime bien. Autant un mec qu'une fille peut les porter, celle-là je trouve. Et enfin, voici la All Star WFOX Ippuya en vert clair. Voilà, on a la version vert clair. Ce modèle spécial n'est pas aussi coloré que les autres de la collection, mais c'est sans doute l'un des plus beaux, avec ses délicates fleurs de cerisier rose sur un fond vert clair. Si les geishos et les Maiko pouvaient porter des baskets avec leur kimono, ce sont probablement celles-ci qu'elles choisiraient. Encore une fois, il y a un peu de marketing. Alors que de nombreux touristes se pressent dans les boutiques Onitsuka au Japon pour s'offrir une paire de baskets jaunes Kill Bill, pourquoi ne pas opter pour une alternative en choisissant l'un de ces nouveaux modèles Converse exclusifs au magasin ABC Mart au Japon. Ces chaussures sont uniques au monde et vous laisseront un souvenir impérissable de votre séjour à Kyoto. Et ça c'est très intéressant parce que je pense que beaucoup de gens n'étaient pas au courant du fait que les Converse au Japon c'est vraiment très différent. Elles sont pas faites du tout de la même manière que les autres Converse dans le monde. Et donc là on a comme ça parfois des collabs uniques au Japon et j'ai trouvé celle-là très jolie. Dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous en pensez? Et oui, c'est des versions limitées, bien entendu. T'arriveras à en trouver en 48. Alors, je t'avoue, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. La question se pose. J'en veux, mais je ne supporte plus leurs semelles. Ah, intéressant. Ils livrent dans le monde, je pense pas. Je pense que là, comme ils disent, hein, c'est vendu que dans les ABC Mart. Les ABC Mart, c'est une enseigne de magasins de chaussures dans le Japon. Donc, je pense pas que tu pourras les acheter autre part. Après, si tu utilises un proxy. Moi, j'avais parlé d'Orlo, c'est ça? Non, d'Orzo. J'avais parlé de Dorzo en début d'année, j'avais fait une sponsor avec eux. Il y a Beuilly aussi qui fait ça, donc les services de proxy. Si tu leur demandes d'acheter des trucs pour toi et de te les envoyer, en passant par un proxy, tu pourrais les récupérer. J'espère que la collection va durer assez longtemps pour que je puisse m'en acheter à Kyoto. Mais c'est pas écrit jusqu'à quand ils le font. On verra bien. Moi, en vrai, si je peux m'en avoir une paire à ma taille... ça va être plus compliqué, mais en vrai j'aimerais bien. Mais donc voilà, écoutez, pour les petites chroniques de Mitsu du jour, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. On en avait beaucoup aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de choses. Et donc pour les gens dont c'est la première fois sur les lives, c'est à peu près ce qu'on fait chaque mardi, encore une fois. On passe un petit temps à discuter tous ensemble, et ensuite on a cette grosse partie au milieu où on va se faire les chroniques ensemble de l'actualité. On décrypte un petit peu l'actualité de ce qui s'est passé récemment. Donc ça peut être autant de la pop culture que voilà, ce genre de petites anecdotes-là, ou alors vraiment de l'actualité pure avec des nouvelles soit politiques, soit là ce qu'on a pu voir aujourd'hui avec le changement climatique, tout ça. Voilà, c'est le genre de choses qu'on voit un petit peu toutes les semaines, donc si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me suivre le mardi sur cette chaîne, que vous soyez sur YouTube ou sur Twitch, bien entendu. Et à soutenir aussi l'émission si ça vous plaît, que ce soit avec un petit
un petit abonnement ou un petit Prime sur Twitch ou un petit don sur YouTube, comme vous voulez. Mais voilà. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui voient ça pour la première fois, donc c'est cool en vrai, première fois. Et bah écoute, ça me fait plaisir de savoir que ça vous a intéressé.